Bonjour les amis, je vais faire encore une vidéo, cette fois un peu plus péchue que d'habitude, qui va exprimer donc à la fois cette histoire d'effondrement et cette histoire des fermes de la vie. Et pour une fois, je vais commencer par la partie agréable, n'est-ce pas? Euh, la partie qui concerne les fermes de la vie. Voilà, cette civilisation est en train de mourir. Non, mais j'en dis pas plus là, tout à l'heure, j'en parlerai plus. Cette civilisation est en train de mourir et c'est sérieux, elle meurt. Euh, alors, l'idée, c'est qu'est-ce qui va se passer pour toi qui m'écoutes, pour moi, tu vois, l'âge que j'ai, c'est plus très important, mais bon, pour toi, pour les gamins qui courent là auprès de toi, qui sont à la plage aujourd'hui peut-être, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire comme faisait Einstein, on va faire une expérience de pensée. On va imaginer dans sa tête ce que va être ce futur. Il faut savoir que l'effondrement, c'est pas, ça se déclenche pas un jour comme ça, pouf, ça arrive. Non, c'est déclenché depuis bientôt 30 ans, quoi. Hein. On ne le voit pas parce qu'on n'est pas attentif, parce qu'on est occupé à plein de choses, et parce que la télé nous fait focaliser sur plein de choses. On a l'esprit focalisé. Hein. Sur quoi? L'effondrement? Mais non, pas du tout. Sur la Covid, sur le pass sanitaire. C'est pas que c'est pas important, mais il y a des milliers de choses comme ça. Des milliers. Euh, bon, la Covid, pour l'instant, en France, c'est 100 000 morts. L'effondrement, c'est au bas mot 75 500 000 morts. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même échelle. Alors, il faut un peu s'occuper de cette notion d'effondrement. Voilà. Je suis en train de vous dire que le Titanic est en train de couler et vous, vous êtes tranquillement installé dans votre restaurant en train de manger. C'est ça qui se passe. Je suis en train de vous dire le Titanic est en train de couler. Parce qu'il est en train de couler. Tout le monde enfin tout le monde. Les gens qui savent le disent. Je ne suis pas le seul à le dire. Et donc, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos comportements? D'abord, il n'y a pas grand monde qui vient vous dire, le capitaine n'est pas là pour vous dire c'est en train de couler. Au contraire, il vous dit qu'on va faire 6% de PIB en plus. Il vous dit que on va viser le plein emploi. Enfin, il n'a pas dit viser, il a dit plein emploi. Et puis plein de mots comme ça, connotés grand luxe. Hein. On a une civilisation qui va merveilleusement bien. Et moi, je viens vous dire, ça va s'écrouler. Bon, j'ai pas... Enfin, raccrochez pas tout de suite. J'ai quand même quelques arguments. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que vous vous rendez bien compte qu'entre la réalité, et vous le dites d'ailleurs suffisamment, entre la réalité et, et ce qu'on nous dit, pas seulement le président de la République, ce que nous disent les, la télévision, ces chaînes en continu, qui certes nous disent qu'il y a des petits problèmes, quoi. Hein. La burqa est un problème, euh, la religion musulmane est un problème, enfin il y a plein de problèmes, quoi. Ils en parlent, ils en parlent. Ils parlent jamais de l'essentiel. Bon, donc nous on se dit, on peut rien faire dans cette civilisation. Nous on se dit ça, nous les fermes de la vie, cette association et tous les gens qui sont là-dedans se disent on ne peut rien faire. On demande une loi pour le RIC, par exemple. Quelques personnes le demandent. On pourrait au moins en discuter, mais on n'a pas le temps. Il y a plein d'autres choses à discuter, toutes plus importantes les unes que les autres. Donc on ne peut rien faire. Donc c'est pas la peine de se casser la tête. On va laisser cette civilisation rouler comme elle roule là maintenant. C'est sa vie, quoi. Elle va vivre sa vie, avec des choses absolument ignobles,
qui sont de véritables génocides, puis des choses, ma foi, un peu rigolotes. Donc, on dit, voilà, nous, on va oublier. Si j'étais un peu osé, je dirais, on fait un bras d'honneur à cette civilisation. Alors ça, c'est bien gentil, hein, lui dire, on fait un bras d'honneur, mais pour l'instant, on en a vachement besoin de cette civilisation. Hein. Vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau. Vous avez faim, vous allez chercher à manger au resto ou dans une grande surface, à la limite dans votre AMAP, ou voilà. Ça, c'est la civilisation, tout ça. Et donc, si elle meurt tout de suite, ben, on est dans le beau drap. Hein. C'est ça qui est prévu d'ailleurs. Nous, on est le poil à gratter, on est la chose qui fait que ben, on n'existe pas dans les simulations. Pas même celle de 1972 du MIT, quoique. Mais bon. Donc, nous, on a une solution. Cette solution, c'est ce qu'on appelle une ferme de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une ferme de la vie? Si vous le saviez, vous vous précipiteriez pour être dedans, parce que c'est que du bonheur. Mais il faut l'expliquer. Quand on l'explique, ça perd un peu de son charme. Parce que si je vous dis, voilà, à terme, il y a une communauté de 500 fermiers, 500 personnes, sur une surface très petite, c'est 1 hectare de terre agricole. 1 hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Et puis, il faut 4 années pour créer une structure qui permette aux gens d'être autonomes. Autonome, ça ne veut pas dire simplement manger. Hein. Autonome, c'est vraiment autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a personne que l'on peut appeler pour résoudre un problème que l'on a. Quoi, hein. On se débrouille vraiment tout seul. C'est ça l'autonomie. Donc il faut oublier tout ce que cette civilisation produit, tout, absolument tout, toutes ses méthodes, etc. Tout de même, hein, ce qu'elle a produit et ses méthodes, c'est bien ça qui nous amène dans le trou. Donc si on veut le reproduire, on n'a qu'à continuer avec cette civilisation. Donc nous, on oublie tout ce qu'est cette civilisation. Et par contre, il faut construire tout ce qui va nous être absolument indispensable et même utile, et peut-être même pas très indispensable, mais bien joyeux, pour vivre demain. Alors ça suppose des règles, ça suppose d'appliquer strictement la permaculture. La permaculture, quand on regarde les réseaux sociaux, ce que je vois, ce qu'on lit, tout ça, c'est pipeau, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la vraie permaculture, celle qui dit il faut préserver les hommes, il faut préserver la nature et il faut distribuer les surplus. Allez, vous avez 4 heures. Bon, donc on respecte strictement la permaculture. On utilise l'agroforesterie. Ben oui, n'est-ce pas, hein? Ça fait 2000 ans que les forêts poussent au même endroit, hein, presque partout dans le monde. 2000 ans. Alors, quelquefois, on les coupe parce qu'on a besoin de bois. Ça repousse. Enfin, ça repousse si on les laisse repousser. Et ça repousse et ça repart. Et jamais on va labourer, jamais on va mettre d'engrais, jamais on va mettre de pesticides, dits fongicides, n'est-ce pas? Et ça pousse quand même. Et ça pousse avec des quantités qui sont loin d'être négligeables par rapport à ce que font les gens qui cultivent le blé, les betteraves, je ne sais quoi. Donc, on utilisera les techniques de la forêt. Il me semble que c'est un bon modèle. Donc, ça s'appelle l'agroforesterie. Voilà. Ensuite, vous êtes là, vous allez venir à 500, et puis cette civilisation n'existera plus. Donc vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de téléphone portable, bien sûr, plus d'ordinateur. Il n'y a plus de courant dans aucune prise. Vous n'avez plus d'essence pour mettre dans la voiture. Ça en fait des choses, ça, hein, qui vont changer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour vivre et être heureux? Parce que le but, c'est quand même ça, être heureux. Alors, on va travailler d'ailleurs en basse technologie. Et puis il y a une autre raison pour laquelle on ne peut pas utiliser les hautes technologies, même quand elles sont très petites.
que l'on a avec cette civilisation, c'est qu'on ne va plus avoir d'énergie. Le pétrole, ça se termine gentiment. Le gaz, alors certains vont me dire, oui, oui, on peut faire du gaz en faisant macérer des algues ou des... Enfin, tout ça, c'est pipeau, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour faire du business, c'est fait pour gagner du fric. C'est pas fait pour faire vivre les gens. D'accord? Je suis en train de me faire plein d'amis, là. Hein. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'en ai pas mal d'amis. Donc, ça compense. Euh, bon. Donc, on le voit, basse technologie, basse énergie. On va apporter cette petite surface d'un hectare. Alors, elle est petite quand on dit un hectare. Hein, vous voyez, une ferme, c'est 30, 50 hectares minimum. Et nous, un hectare. Et un hectare va faire vivre 500 personnes. C'est pas tout à fait vrai. On utilise un petit peu ce qu'il y a autour. Hein, ça, c'est la permaculture qui le permet. Mais c'est sur un hectare qu'on va produire les légumes, qu'on va produire les fruits, qu'on va produire la viande, les poulets, les canards, peut-être les oies, voilà, les œufs, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour manger. Et il y a des choses qu'on ne produit pas, comme le sel, par exemple. Hein. Ça, il faudra le faire venir. Vous voyez, la ferme n'est pas complètement autonome. Elle a besoin de sel. Bah, elle a besoin de beaucoup d'autres choses. En fait, une ferme ne peut pas vivre toute seule. Elle a besoin de beaucoup d'autres fermes. Et ce sont les échanges d'objets ou de compétences entre ces fermes qui vont permettre de créer la totalité de ce dont on a besoin. Parce qu'on en a besoin de choses, hein, de milliers de choses, j'allais dire, de dizaines de milliers. Par exemple, on a besoin d'habits, on a besoin de chaussures. Alors les habits, bah, c'est simple, hein, vous téléphonez, ah, il n'y a plus de téléphone. Bon, il faudra m'amener ici des habits. Alors des habits pour les tout petits, pour les moyens, pour les un peu plus grands, pour les gros et forts, pour les très grands, pour les plus âgés, pour les gravataires. Ah ouais, c'est ça un peu le problème. Hein. Donc vous voyez bien que 500 personnes, ça ne peut pas résoudre ce problème. Mais disons qu'une centaine de fermes de 500 personnes, ça y est, ça commence à résoudre ce problème. En fait, pour que cette solution soit viable, vous allez commencer à prendre peur, il faut 30 à 40 fermes par département français. Et quand je dis 30, c'est au minimum 30. Alors on peut en avoir 60, hein, c'est pas le problème. Mais au minimum, il faut 30 fermes par département français. Parce que la vie va changer. Donc si vous continuez à faire cette expérience de pensée, à imaginer comment on va vivre, eh bien, vous allez aboutir au même chiffre que moi. Hein, il n'y a pas de raison. Hein, c'est tout bête. Hein. Si on prend suffisamment tous les paramètres, on arrive un pouillème au même résultat. Donc, vous voyez que dans la ferme, on va être très, très occupé. Alors, il faut s'occuper des soins. Les soins, c'est pas tout à fait comme maintenant. C'est pas tout à fait comme maintenant. C'est maintenant, il y a la médecine. On est soigné par la médecine. Et un peu de médecine un peu parallèle, etc. Mais on est soigné par la médecine. Bon, moi je crois que ça c'est un peu une erreur. C'est pas quand les gens sont malades qu'il faut s'en occuper, c'est quand ils sont en bonne santé pour qu'ils restent en bonne santé. Autrement dit, il ne faut pas être malade. Alors, on ne peut pas tout, bien sûr. Hein. Il y a des maladies qui se déclenchent et on n'y peut rien. On a beau faire du sport, faire tout ce qui va bien, et ça se déclenchera quand même. Là, la médecine, elle intervient. Mais la plupart des maladies de notre civilisation, la plupart des malaises qu'ont les gens, c'est lié à la civilisation, à leur vie dans cette civilisation, et donc il faut corriger tout ça.
Alors, dans la ferme, on partira pas le matin à 7 heures pour arriver à 8h30 au boulot, après 1 heure de queue. Non, on se lève, voilà, on est à 200 mètres de la ferme, et puis on sait ce qu'on a à faire à la ferme. Dans la ferme, il n'y a pas de chef. Donc, s'il n'y a pas un chef qui va vous dire « Ah, t'arrives 5 minutes en retard », il n'y a pas de chef. Chacun a ses responsabilités. Beaucoup me disent « Oui, mais non, s'ils ne sont pas obligés, ils ne vont pas travailler. » Mais si, les gens ne sont pas comme ça. Il suffit qu'ils soient justement responsabilisés, qu'ils aient appris que d'eux dépendaient des tas de choses. Donc, on va commencer la santé au départ de l'humain. Alors, il y a plusieurs départs. Il y a sa naissance, et donc l'historique qu'il y a avant, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, etc., etc. Et on a tous en nous peur du loup. On a tous en nous peur du tigre à dents de sabre. Pourtant, je vous assure, il n'y en a plus, hein, à part au Muséum d'histoire naturelle, mais ils ont, ils ont même plus la peau, quoi. Ils ont les os. Mais on a quand même peur. Et on a créé des mécanismes pour résister à toutes ces peurs. Et moi, je voudrais que déjà des gens sages puissent prendre ces choses à la racine et conduire les hommes pour appréhender ces choses-là. Il n'y a pas vraiment de religion chez nous. Mais l'homme, c'est pas que de la technique rationnelle, etc. Non, non, l'homme, c'est bien d'autres choses. La preuve, les religions, etc., etc. Donc, il faut, si l'homme a pensé les religions, c'est qu'il en avait besoin. C'est que des gens en avaient besoin. Et donc, il faut recommencer à ce niveau-là et essayer de comprendre tous ces mécanismes. Ça ne va pas se faire en 2 jours, on ne va pas tout comprendre tout de suite. En plus, il va y avoir des écoles, on va se battre, etc., avec des arguments, mais ce sera des bagarres intellectuelles. Ce ne sont pas des bagarres physiques, comme l'homme sait si bien le faire. Donc, la médecine va beaucoup changer, et elle va beaucoup changer, bien sûr, puisque les médicaments, hein, on ne va pas être approvisionné en médicaments. Donc, il va falloir savoir quels sont les médicaments indispensables. Imaginez, par exemple, que, enfin, si on calcule bien, quand on additionne tous les médicaments indispensables pour les cardiaques, pour le sucre, voilà, bon, eh bien, on arrive à 30 millions de morts en France, hein, rapidement, quoi, en 6 mois. Hein, parce que les gens qui prennent plus leurs médicaments pour le cœur, bon, ils vont vivre encore un peu, quoi, mais ça va vite s'arrêter, ces histoires-là. Bon, puis il y a plein d'autres maladies, quoi, je parle de cancer, etc. Les médicaments sont quand même utiles pour beaucoup de gens. Utiles, je veux dire, pour vivre, quoi. Hein. On ne dit pas indispensable parce qu'on est... Mais ils sont voilà. Donc, il va falloir s'occuper des médicaments. Donc la médecine, c'est ça aussi. La médecine, c'est... Il n'y aura plus de scanners, plus d'IRM. C'est des gros tas de ferraille qui vont rapidement disparaître parce que dedans, il y a du cuivre, etc. Il y a plein de gens qui vont se jeter là-dessus pour faire quoi, je ne sais pas. Mais eux, ils trouveront. Donc voilà, donc il y aura une ferme hôpital, toutes les 40, 50 fermes, il y a une ferme hôpital dans lesquelles les médecins actuels vont travailler. C'est un peu de la médecine de guerre, si vous voulez, hein. Mais enfin, ça marche aussi, hein. Ça marche très bien. Et puis, plus proche des gens, dans les fermes, il y a aussi de la médecine. Moi, j'ai calculé au minimum 2 infirmières. Il faut un dentiste par-ci par-là. Il faut, enfin bon, plein de gens qui s'occupent de la santé des gens. Il faut surtout faire un peu de sport. Ça, je sais que c'est indispensable. Et pas seulement le sport physique, il faut aussi faire du sport intellectuel. C'est indispensable. C'est une machine qui fonctionne, l'humain. C'est une machine bigrement complexe. Voilà, donc là j'ai parlé de la médecine, des soins, des soignants. C'est Mireille Roy qui chez nous chapeaute. Il n'y a pas de chef chez nous, mais bon, elle est quand même la personne qui rassemble donc ce qu'on appelle les soignants.
tous les soignants. Alors, si vous êtes soignant, n'hésitez pas à nous contacter et à la contacter, parce qu'il y a un sacré travail de préparation à faire. Bon, il y a un autre aspect, c'est l'éducation. L'éducation. Alors l'éducation, là aussi, il va y avoir beaucoup de changements. Je reprends un petit bout d'un discours de Pierre Rabhi, qui m'a vraiment très impressionné. C'est l'histoire des boîtes. Voilà. On passe sa vie dans des boîtes. On commence par aller à l'école, c'est une boîte, la boîte. La fac, c'est la boîte, voilà, etc. La boîte, c'est où on travaille. Et la boîte, c'est là où on est enterré. On passe sa vie, et donc au-delà de sa vie, dans des boîtes. Il n'y a que la mère qui ne nous sort pas d'une boîte. Donc ça sera un peu terminé, quoi. Hein. Les boîtes, c'est terminé. Les enfants n'apprennent pas assis dans une classe pendant 1 heure. Enfin bon, je ne dis pas qu'ils n'apprennent pas, certains apprennent, mais à mon avis, en 2 mois, vous leur faites faire le programme d'une année, même pour ceux qui ne sont pas bons. Il suffit qu'ils aient envie, quoi. Hein. Alors ils le feront peut-être pas au début de l'année, mais à la fin de l'année, boum, ça va partir, et croyez-moi, les enfants, quand ils ont envie, ils font des choses fantastiques. Donc en fait, ce ne sera plus les enfants qui vont aller dans les classes des professeurs, c'est les professeurs qui vont courir après les enfants pour leur dire tu veux pas prendre ça là, voilà. Ou plutôt simplement les regarder vivre. Et puis il y a toujours un moment voilà où il faut calculer la longueur de l'hypoténuse et qu'on ne peut pas marcher à travers la plate-bande et que il y a une solution, il suffit de mesurer un côté puis de mesurer l'autre et sans marcher sur la plate-bande on va connaître la longueur. Voilà, non mais bon. Moi, je ne suis pas professeur, hein, débrouillez-vous. Hein. Mais c'est comme ça que ça va se passer, parce qu'il n'y aura plus d'éducation nationale. Quoi, hein. Je ne sais même pas s'il y aura des programmes, dans le fond. Il y aura peut-être une succession. Quoi. L'élève qui veut être mathématicien, bon, il ne peut pas apprendre que les mathématiques, parce qu'on en fait un humain. Puisque là, c'est plus la classe, c'est plus l'école, c'est la vie, tout simplement. La vie, elle prend un enfant et elle doit en faire un humain. Alors, un humain heureux. Et donc, si le gamin il a envie de faire des maths, faut le mettre dans un environnement de maths qui soit aussi l'environnement de la vie. Là, je vais être... Bon, alors, il y a d'autres choses, je vais passer rapidement, parce que la culture, ça, vous savez, il faut l'apprendre, transporter des artistes, les intermittents du spectacle, voilà, des gens. Alors, il n'y aura plus la gloire comme il y a maintenant, hein, il n'y aura plus de micro, il n'y aura plus de haut-parleurs. Pour se faire entendre par 500 personnes, je pense que les artistes connaissent le problème. Hein. Faut peut-être un peu crier parfois, enfin élever la voix, quoi. Hein. Enfin, c'est le théâtre. Voilà, ça sera le théâtre. Il n'y aura plus le ciné, donc on ira au ciné, au théâtre. Voilà. Et puis, il faut se préoccuper de tous les arts, de tous les arts. Et puis, j'en profite de dire de tous les sports. Par exemple, si moi je vais écouter un concert de violon, j'adore, on va dire un concerto, il faut un artiste qui joue du violon, puis plein d'artistes qui jouent de plein d'instruments. Et puis, il faut quelqu'un capable de régler le violon. L'artiste, il a l'oreille fine, il entend les défauts dans son violon, et puis il faut quelqu'un même capable de fabriquer un violon de réappareil, bien sûr, et de le fabriquer. Donc il ne faut pas perdre les compétences qu'on a aujourd'hui. Ah oui, les compétences qu'on a aujourd'hui. Alors il y a tous les savoirs, les pièces qui ont été écrites, tout ça. Quand c'est dans des bouquins, il va falloir se préoccuper de comment ces bouquins sont conservés, parce qu'aujourd'hui ils sont à la Bibliothèque nationale par exemple. Vous savez, c'est le plus mauvais endroit pour mettre des bouquins dans la Bibliothèque nationale. Hein. Pas maintenant, mais si vous coupez le courant, au bout de 6 mois, tout est humide, tout est perdu, quoi. Donc il va falloir un peu s'en occuper. Ça, c'est un sacré boulot. Il y a d'autres boulots dont il faut s'occuper aussi. Et ça, il faudrait s'en occuper très très rapidement. Les chercheurs, n'est-ce pas? Les chercheurs,
dans la future civilisation, sur nos fermes, là, avec nos brouettes de fumier, des brouettes de carottes, de pommes de terre, de salades, de tout ce que vous voulez, eh bien, il va falloir que les chercheurs travaillent. Hein, les chercheurs, ils n'auront plus d'ordinateur. Et aujourd'hui, où se trouvent leurs connaissances? Alors, je parle pas de la connaissance dépassée depuis 10 ans. Celle-là, elle est dans les bouquins. Un peu, quoi, hein, quand le chercheur a eu le courage d'écrire un bouquin. Ça arrive, ça arrive. Mais sinon, toutes les connaissances modernes en physique, en mathématiques, en chimie, etc., elles sont dans les ordinateurs. Et il y a même des droits de propriété qui font que certains, on n'arrivera pas à les sortir, quoi. Alors, ils sont perdus, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais enfin bon, les chercheurs un peu intelligents, j'allais dire, un peu quoi, tout petit peu, il ferait bien d'imprimer ce qui est intéressant pour eux dans des ordinateurs, de façon à ce que la connaissance sorte. Alors il faut l'imprimer, il faut l'indexer, c'est tout un travail. Hein. Bon, les fermes peuvent aider à faire ça. Les fermes peuvent aider. Mais enfin, c'est pas vraiment notre boulot. Hein. Elles peuvent aider quand même. Et puis, il y a plein d'autres boulots aussi très très importants que devront faire les fermes. Parce que si on est toujours dans l'expérience de pensée, il faut bien savoir que ça va commencer comment toute cette histoire-là? Ça va commencer parce que les agriculteurs en ont marre de se suicider. Ils vont se dire, on en a marre de ne pas gagner notre vie, donc on va foutre le bordel. Alors ils le foutent déjà un peu, hein. Ils viennent avec des camions de fumier devant les préfectures et ils arrosent ça. Bon, ça, c'est gentil, quoi. Hein. Enfin, c'est gentil. C'est pas fait pour être gentil, mais c'est quand même gentillé, quoi. Hein. Bon, à force de se suicider, à force de ne pas gagner leur vie, alors qu'il y en a plein qui gagnent énormément d'argent. Faut pas croire, hein. Ça, vous le savez très bien. Hein. Les riches ont augmenté leur fortune en 2020 de 30%, je crois. Les cultivateurs, ça a dû baisser de 30%. Mais ce n'est pas des vases communicants. Hein. Ça a dû baisser de 30%. Donc les cultivateurs vont se fâcher. Je ne sais pas si vous avez vu l'augmentation des prix de l'essence, du pétrole, du gasoil. Ben, certainement comme moi, quoi. Elle a pris, bon, à la même pompe, elle a pris 8 centimes en même pas 10 jours, entre deux pleins. 8 centimes. Bon, donc les chauffeurs poids lourds, et puis voilà, puis tous ceux qui sont au chômage, toutes les entreprises qui vont déposer le bilan. Une fois l'élection du président de la République, le gars qui va arriver là, que ce soit celui qui est actuellement président de la République ou un autre, il va mettre les choses à plat, quoi. On ne peut plus faire de la planche à billets parce que c'est de la fausse monnaie. On ne peut plus donc injecter de l'argent comme ça. C'est de la fausse monnaie. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire de la fausse monnaie, hein, eux savent. Ils ont des économistes qui leur expliquent que la fausse monnaie, c'est la banqueroute. Bon, donc ça ne pourra pas continuer comme ça, ou alors ça va s'écrouler tout seul. Et voilà, et donc c'est parti pour des désordres, ce que j'appelle des désordres. Des grèves à droite, à gauche, des gens qui manifestent le samedi, tant qu'ils manifestent le samedi, ça va. Donc des gens qui vont manifester, des gens pas contents. Et donc petit à petit, ben, le désordre s'installe dans la vie. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il est déjà installé. Mais c'est vrai, vous ne le voyez pas, on a mis une couverture dessus et vous ne le voyez pas. Mais ça fait rien, vous allez voir. Et donc, petit à petit, les pénuries vont arriver. Il y a déjà des pénuries, mais celles qui vont arriver, vous en foutez de celles qu'il y a maintenant. Vous avez tort, mais vous en foutez quand même. Mais celles qui vont arriver bientôt, c'est pénurie alimentaire. Alors ça va commencer par une baisse de qualité. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire, elle est capable de vous faire des tas de plats, pas si mauvais que ça d'ailleurs, avec des cochonneries innommables que vous ne donneriez pas à un cochon. Ok ?
Bon, donc pendant un certain temps, on aura quand même à manger. Il faut quand même savoir que à l'automne 2020, moi j'ai rencontré les Restos du Cœur et que les gars ils pleuraient quoi. Hein. Il y avait trop de demandes par rapport à l'offre. Leur offre de nourriture n'est pas suffisante. Bon, il y a des gens qui ont eu faim ou qui n'ont pas bien mangé. C'est pas parce que on n'a pas faim qu'on a bien mangé. Hein. Et donc voilà. Donc nous, ce que nous faisons, c'est apporter à tous ces gens qui vont avoir faim, qui ont déjà faim, parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà faim. Enfin, il y en a 10 millions de pauvres en France. Donc les pauvres, a priori, quand il faut restreindre, bah, on restreint aussi la nourriture, sur la nourriture. Donc voilà, ces gens-là, eh bien, ils ont le choix. Ils restent accrochés à leur civilisation, donc au bastingage du Titanic, qui est vachement solide, qui tient bon, etc. Il ne lâchera pas. Et ou bien, on dit à cette civilisation, salut, on va se débrouiller tout seul, par nous-mêmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Mais au bout d'un petit moment, vous allez réussir à produire tout ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est très important. Je veux dire, quand on va mendier, quand on va au Resto du Cœur, on y va peut-être la tête haute, mais on y va le cœur lourd quand même. Hein. C'est pas bien d'aller mendier sa nourriture. Et j'entendais encore des gens qui parlaient du CCAS, là. Oui, les gens du CCAS, eux, ils distribuent la nourriture. Ils ne se rendent pas compte de l'effort que font les gens d'aller chercher un peu de nourriture chez eux. Ils ne se rendent pas compte que c'est un effort gigantesque. Donc, nous, on va leur permettre, petit à petit, ça ne va pas se faire en une journée, mais petit à petit, on va leur permettre de fabriquer leur nourriture, de fabriquer leur eau potable, de fabriquer les soins, des bons soins, pas des soins à l'arrache, etc., ou avec des techniques, non, non, des techniques tout à fait admissibles dans les écoles de médecine les plus modernes. Voilà, on va faire ça. Vous voyez, c'est quelque chose de gigantesque, ça. Je m'excuse d'insister, mais retrouver sa dignité. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous qui m'écoutez, vous n'avez pas de problème, vous avez à manger. Il n'est pas certain que ça dure, cette histoire, hein, que vous ayez à manger. Alors, si aujourd'hui, vous pouviez faire un petit effort pour aider à créer une ferme de la vie, il y en a qui se créent partout en France, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et puis, vous pouvez en créer vous-même. Enfin, je veux dire, vous pouvez être initiatrice ou initiateur d'une ferme. Eh bien, vous allez redonner une chose fondamentale pour l'homme, sa dignité. Et les humains aujourd'hui, ceux qui ont faim, ils ne viennent pas demander à entrer dans une ferme. Il faut aller les chercher, un par un, leur expliquer. Et encore, ils vont vous sortir des arguments, mais combien vous me payez pour travailler dans la ferme? Rien, Coco, rien. Nous, on ne paye rien, nous, on n'a pas d'argent. On ne sait pas ce que c'est que l'argent. Dans les fermes, on ne sait plus ce que c'est que l'argent. Il n'y a pas d'argent. Chacun fait ce qu'il veut, comme il le peut, ce qu'il sait bien faire, bien sûr. Et puis, il y en a qui cultivent des légumes, il y en a qui élèvent des poules, il y en a qui, enfin, dans la ferme, il y a un seul élevage de poules. Hein. Mais par contre, il y a 500 poules qui se baladent en zone 2, en permaculture. Ça, il faudra que je vous explique. Un peu compliqué, tout mélanger. Mais enfin, ces gens-là, ils vont produire leur nourriture. Vous vous rendez compte? Et puis petit à petit, bah, y en a un qui va se mettre à faire des chaussures, il y en a un qui va se mettre à produire du cuir, etc. Puis petit à petit, toute la chaîne de dépendance de la chaussure va se trouver implantée dans des fermes. Alors, je ne sais pas si ce sera la priorité, hein, mais voilà, on va faire des chaussures, on va faire des habits, on va faire des chapeaux, hein, on va faire des brancards pour transporter les malades.
Voilà, il y a d'autres choses que je voudrais dire aussi, parce que c'est sur le plan humanitaire, et ça me tient beaucoup à cœur. Dans ces fermes-là, une famille vient. On ne fait jamais venir une personne d'une famille, parce que ça va être très dur pour cette personne, étant donné que les gens qui ne sont pas dans la ferme, ben, ils vont disparaître. Hein. Donc vous êtes dans une ferme, vous mangez à votre faim tranquillement, et puis tout d'un coup, vous voyez passer votre fils ou votre mari, ou votre voilà, qui crève de faim. Bon, et là, pas question de dire, ok, je vais lui donner un sandwich, ça ne se passe pas comme ça dans une ferme. Hein. Il y aura des aides, mais ça sera contrôlé, parce que sinon, il n'y a plus rien à manger au bout de 3 jours, hein, si on s'amuse à nourrir tous ceux qui n'ont rien prévu. D'accord? Oui, alors donc, c'est des familles qui viennent dans les fermes. Et les familles, ça comprend aussi maman qui est dans une maison de retraite, papa qui est dans un EHPAD, dans une EHPAD. Voilà, ces gens-là, si on ne les fait pas revenir près de soi, bah, on les tue, quoi. Hein. Et c'est pas humain. Et je vous ai dit, il n'y a pas de discrimination dans les fermes, mais par contre, on n'accepte que les humains. Donc, les humains, les grands-parents, les personnes âgées viennent dans les fermes, et la vie est faite dans la ferme pour qu'eux soient heureux. Voilà, je ne parle pas des habitations et tout ça, c'est très compliqué. Les fermes, il y a une nouvelle initiatrice qui m'a dit que c'est le premier contact, lui avait demandé, mais est-ce que c'est pas une escroquerie ça? Ben, vous savez, nous on est bénévoles, hein, on donne notre savoir, on suit les projets, on aide à construire, etc. Les gens qui font la ferme, c'est leur problème, quoi. Hein. Ils font la ferme, elle est à eux. Les 500 personnes à terme qui vont exister dans la ferme, c'est leur ferme. Personne ne peut être éjecté de la ferme. Voilà. Alors il y a quelques cas particuliers, bien sûr, mais enfin j'en sais rien d'ailleurs. C'est pas à moi de le décider, ça. Hein. Nous, on vous met sur le bon chemin, et puis on vous dit en gros ce qu'il faut faire au début. En fait, on vous met sur le bon chemin. Voilà. Et c'est vrai qu'il ne faut pas trop sortir de ce bon chemin, parce que à droite et à gauche, c'est la mort assurée, quoi. Donc, voilà, oui, parce que le climat nous attend au tournant. Il ne va pas être gentil. Vous voyez ce qui s'est passé au Canada? 49,5 degrés pendant 12 jours. Vous pensez que vous pourriez résister à ça, vous? Vous avez les techniques pour résister à ça? Vous, oui, peut-être, à la limite, vous arriveriez. Mais les poules, les lapins, les canards, quand vous allez sortir de cette zone de chaleur, il n'y a plus rien à bouffer. Hein. Je ne parle pas des plantes et tout ça, je ne parle même pas des arbres de la forêt. Enfin, il faut savoir que nos forêts sont en train de mourir de chaleur et de sécheresse. Hein, il y a des massifs entiers dans les Vosges, dans le Jura, et puis j'ai appris par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est président de l'Institut de Broglie, donc un physicien, qui vit beaucoup dans le Massif central et qui me disait, chez nous, c'est les chênes qui meurent. Voilà. Voilà, donc la vie est pas belle. Alors maintenant, donc les fermes de la vie, c'est ça. Je vous dis, il y en a partout qui se construisent. Vous envoyez un petit mail, je vous réponds. Hein, le petit mail, c'est contact@lesfermesdelavie.fr. C'est tout simple. Contact@lesfermesdelavie.fr. Vous m'envoyez un petit mail, je vous écris, je vous réponds, je vous propose un Zoom pour qu'on puisse échanger, etc., répondre à vos questions, vous orienter dans ce que vous pouvez faire, soit vers une ferme existante, donc une initiatrice existante, soit pour créer votre propre ferme. Alors maintenant, je vais en arriver à est-ce qu'on sera toujours vivant dans 5 ans? Ceux qui seront dans les fermes, oui. Ah oui, oui, ceux qui seront dans les fermes, oui. Et même s'il n'y a pas le nombre de fermes qu'il faut, ils vont s'accrocher à la vie. Hein. Moi, j'ai plus l'âge de penser à tout ça. Mais les jeunes, tout ça, eux, il n'y a pas de problème. S'ils sont dans les fermes, ils pourront manger tous les jours. Ils auront 1 an de réserve de nourriture d'avance. Eh oui. Bon, donc, serein, tranquille. Hein. Bon, il faut quand même travailler un peu. Donc, le problème du sel, ils vont le résoudre. Puis il y en a plein d'autres, des problèmes comme ça. Donc voilà. Donc, je voudrais vous dire dans quelle civilisation nous vivons. Parce que beaucoup de gens disent
Qu'est-ce qu'ils racontent, Lénard, dans 5 ans? Bien sûr, j'ai même des gens qui m'ont dit, dans 30 ans, on vivra encore, il n'y a pas de problème. Ça dépend de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, dans 30 ans. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Hein. La personne qui m'a dit ça, j'aurais bien aimé l'envoyer sous ce dôme de chaleur au Canada. Peut-être qu'il serait revenu avec un autre état d'esprit. Parce que chez nous, les dômes de chaleur, hein, le centre du dôme de chaleur dans le Canada, c'était à la hauteur de l'île. Donc c'est pas le sud ou le nord, hein, c'est la même, le même parallèle. Ok. Bon, mais les dômes de chaleur, j'ai envie de vous dire, c'est pas grand-chose hein, par rapport au reste. Bon, mais enfin, voilà, la nature va être très dure. Mais c'est pas la nature qui va nous empêcher de vivre demain. C'est pas la nature qui va nous tuer. C'est pas la nature. C'est les bêtises des hommes, les conneries des hommes, la malhonnêteté des hommes. Alors, ce que je vais vous dire, ça pourrait paraître s'adresser à quelqu'un. Moi, je m'en fous, je fais plus de politique, ça m'intéresse plus du tout. Pourtant, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'adore. Bon, il y a des gens que je trouve intelligents, brillants, d'une hauteur de vue exceptionnelle, mais pas encore assez haut pour regarder ce qui se passe réellement, en tous les cas pour oser le dire, comme je le fais là. Vous voyez, une chose qui m'a terriblement choqué, c'est qu'un ministre ait pu signer le fait qu'on n'utilise pas l'hydroxychloroquine. Alors moi, j'en ai rien à foutre de Pierre, Paul ou Jacques. Pierre qui défend l'hydroxychloroquine, l'autre qui dit ça sert à rien. Ce que j'aurais aimé, avant d'interdire ce médicament, c'est qu'on prouve que ça servait à rien, dans les conditions que celui qui a dit que c'était bien proposait. Ah non, on l'interdit tout de suite. Alors on sait très bien tous que c'est pas parce que c'était dangereux, on sait très bien que c'était pour faire la place au vaccin. Que donc, si jamais ce médicament avait pu guérir, alors les médecins auraient eu beaucoup plus de mal pour s'implanter, parce que là actuellement, c'est jackpot. Hein. Bon, donc un ministre, en plus, j'allais dire soi-disant médecin, oui, parce qu'à mon avis, mais enfin bon, ça aurait été un coiffeur qui aurait fait ça, j'aurais compris. Mais quelqu'un qui a quand même fait des études de médecine, c'est surprenant. C'est surprenant. Mais il y a plus surprenant encore. Hein. Je dis à mes initiatrices de ne plus parler de la Covid, parce que c'est un peu la muleta, si vous voulez. C'est à se demander si ce n'est pas le gouvernement qui fait dire du mal de tout, des vaccins et tout ça, pour qu'on ait le regard fixé là-dessus. Chacun de nous, on prend position, voilà. C'est la muleta bougée par nos hommes politiques pour qu'on ne fasse pas attention au reste. Parce que tout de même, hein, quand on compare, la Covid, c'est 100 000 morts en France, un peu plus même, enfin bon, 100 000 morts en gros, quoi. Hein. Ce dont je vous parle, c'est 66,500, enfin 66 500 000 morts. Et dans un temps très bref, parce que là, on a mis 1 an pour avoir 100 000 morts. Là, c'est dans 2 mois grand maximum. Hein. 2 mois grand maximum. Enfin, à la fin, ça sera une asymptote, hein, mais... donc, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, et pourtant, qui parle d'une solution de résister à l'effondrement, de faire en sorte. Alors, il ne faut pas croire que les politiques s'en occupent pas. Hein. Contrairement à ce que vous pouvez penser, nos politiques ont fait des choses que je considère pas mal, qui sont même bien. C'est dommage qu'elles soient faites dans un contexte où c'est complètement inadapté. Mais sinon, l'idée est intéressante. Les 27 chefs d'État européens, le 6 octobre 2020, vous voyez, il n'y a pas 3 ans ou 4 ans, hein, ça date d'il y a, ah oui quand même, 7-8 mois, ont décidé de diminuer de 60% les émissions de CO2 sur la base de 1990, alors c'est des calculs impossibles, hein, avant 2030.
avant 2030. Donc 60% avant 2030. Ça veut dire qu'il faut, les conséquences de ça, il faut les comprendre. Les conséquences de ça, c'est qu'il faut réduire notre activité de 60%. À moins qu'il y ait tout d'un coup une énergie extraordinaire, sortie de je ne sais où, voilà, qui remplace le pétrole, le charbon et le gaz. Hein? Enfin, ça, je crois que c'est pas demain la veille. Hein. Enfin, il y a plein de gens qui vont vous le promettre, qui vont en même temps grappiller un peu d'argent au passage. Donc, ça va réduire de 60% l'activité, le PIB. Waouh, 60%. Alors, ça a été traduit, cette décision des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, ça a été traduit par une loi européenne votée par le Parlement européen en mars 2021, je ne sais plus la date exacte, c'est compliqué pour avoir la date exacte. Donc il y a une loi européenne qui existe. On doit diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 57%. Oui, ils ont rabaissé un petit peu parce qu'ils se sont dit 60%, je ne sais pas comment on va faire. Et donc ils ont mis 57%. En fait, il y avait une bagarre entre ceux qui voulaient 60% et ceux qui voulaient 55%. Voilà, donc il y a eu les députés en sont arrivés à 57%. Et je souligne que Mme Merkel a été mise en minorité, ça ne lui est pas arrivé souvent dans sa vie, j'ai même l'impression que c'est la première fois, a été mise en minorité dans son Parlement, parce que les Allemands voulaient une diminution de 65%. Les députés allemands, hein, je ne sais pas ce que les Allemands veulent, mais les députés allemands voulaient 65%. Ah oui, il s'en passe des choses. Hein. Ouais, vous en avez jamais entendu parler de ça? Vous n'en avez jamais entendu parler à la télé? Hein. Jamais. Vous avez peut-être vu un entrefilet dans 2 ou 3 journaux qui non, pas dans les parties écrites, hein, mais dans les journaux, dans les journaux, sur des sites, on en parlait un petit peu. Et puis en Allemagne, bien sûr, eux, ils en ont parlé à longueur de... Il faut lire l'allemand, ça c'est pas facile. Même dans les journaux anglais, qui pourtant ne font plus partie de l'Europe, ça a été des conversations à n'en plus finir, des bagarres. Enfin, le fait qu'il faut faire ça c'est absolument certain, parce que si on ne le fait pas de notre plein gré, on va le faire contraint et forcé. Hein. Mais donc, qui va payer ça? Qui va payer ça? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Prenons les Français, hein. 60% d'économie en moins. On fait aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous levez lundi matin. Vous vous mettez debout au pied de votre lit. Vous ne prenez pas vos chaussons parce que ça va les user. Vous restez là, sans bouger. Vous n'allez pas pisser, parce que quand vous appuyez sur la chaise d'eau, ça consomme de l'eau, c'est de l'énergie, etc. Même si c'est de l'énergie qui provient du nucléaire, globalement, il faut produire, etc. Et vous n'allez pas travailler. Et vous restez là 4 jours, moins un centième de jour. Hein. Quand on fait le calcul, il y a un centième de jour. Et vous n'allez pas, et vous faites rien. Vous restez là debout 4 jours. Vous n'avez même pas le droit d'aller vous recoucher. Hein. Ça va user un peu les draps. Et quand vous usez un peu les draps, il faudra les changer bientôt. Et donc, ça, c'est de la consommation de CO2. Ou alors, il faut que vous compensiez le 5e jour. 5e jour, ben, vous avez le droit de vous coucher, mais le 5e jour, vous ne mangez plus. C'est dur, hein, la vie, hein, c'est dur. Hein. Enfin, il faut être sérieux. Qui va pouvoir faire ça? Qui va pouvoir faire ça? Alors, il y a une solution. C'est les fermes de la vie. Les fermes de la vie, ça consomme quasiment rien. Bon, ça va brûler, il faut un peu d'énergie, mais nous, on vit en basse énergie. Et on aura chaud. Hein. On n'aura pas froid l'hiver. Beaucoup moins que ceux que vous, qui sommes restés dans vos maisons. Nous, on aura des choses qui seront adaptées au froid qui arrive, à la chaleur qui arrive. Vos maisons, là, même avec une isolation de 10 cm en polystyrène, c'est roupie sans sonner. Hein. Quand il fait 50 degrés, au bout de 3 jours, vous avez 50 degrés dans la maison. Hein. Bon, c'est une histoire de transport de watts. Bon, voilà. Donc, vous voyez que
ce que je veux dire, là, je ne suis pas en train de parler de la météo du climat. Je suis en train de parler des décisions des hommes. Les hommes qui prennent des décisions sans discuter, sans préparation, vraiment des décisions la plus conne possible, plus con que ça. Voilà, la première des choses, c'est il aurait fallu penser, est-ce qu'il existe une solution? On fait suffisamment de bruit en France tout de même pour que quelques politiques aient entendu parler de nous. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils nous aident, ni qu'ils nous aiment, mais bon, on vient leur demander des terrains. Là, je parle de la région parisienne. On vient leur demander des terrains. Alors dites-vous bien que les établissements publics qui possèdent ces terrains, c'est bizarre d'ailleurs, les établissements publics qui possèdent ces terrains, c'est moi quand même qui possède ce terrain. Pourquoi le directeur de l'établissement public, il ne me reçoit pas? Pourquoi? C'est mon terrain aussi. D'ailleurs, son salaire, c'est moi qui le paye, en partie, hein, bien sûr, toute petite partie, mais quand même, mais quand même. Donc il y a deux choses qu'on peut dire de ça, c'est que premièrement, eh bien, la plupart des gens sont complètement inconscients parce que si vous aviez 20 000 personnes dans la commune auquel je pense qui se levaient, qui disaient écoutez, voilà, nous on veut une solution pour vivre, ils ont que ça à dire, bah, les politiques se creuseraient peut-être un peu la tête, les fonctionnaires se creuseraient peut-être un peu la tête, quoi. Hein, parce que leur tête, il y a un moment où on va en parler aussi. Hein. Pas moi je serais déjà mort, mais bon, il y a un moment où forcément ces choses-là vont apparaître, quoi. 1789, c'est pas si loin que ça. Donc, et aujourd'hui, tel que c'est parti, hein, et c'est bien parti, l'Île-de-France, 16 millions d'habitants, morts, détruits, terminés. Et vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas possible. Prenez un crayon et un papier, écrivez-moi. C'est pas possible parce que, voilà. Je voudrais dire deux autres petites choses. Ça fait un moment, hein, je dépasse largement le temps que j'avais prévu. Mais bon, c'est les pénuries. Actuellement, il y a des pénuries partout. Les pénuries, il manque par exemple des processeurs pour terminer des voitures. C'est pas les Chinois d'ailleurs, c'est les Coréens qui sont censés faire ces processeurs. Bah, ils ne les fournissent pas. Alors c'est peut-être les Chinois qui leur achètent. Mais non, en Chine aussi, il y a des pénuries. Aux États-Unis, il y a les mêmes pénuries que nous en Europe. Voilà, donc il manque ce qu'on appelle des composants actifs. Et puis il manque aussi des composants actifs. Ça, c'est pas la Covid, hein, ça date d'il y a 7-8 ans. Hein. Des composants passifs, de simple résistance. Hein. C'est rien, techniquement, c'est rien à faire. C'est rien. Mais que ça manque. Ah bon, pourquoi? On ne sait pas. Et puis donc, il y a des voitures qui ne sortent pas. Madame Merkel, il y a une dizaine de jours, a annoncé que, sur un premier calcul fait, dans le courant de l'année 2020, ces manques de produits, de matières, vont coûter 25 milliards d'euros à l'Allemagne. 25 milliards, c'est rien du tout. Hein. C'est pas la peine de se faire un moron pour ça. Bon, la France, nous, il va nous manquer beaucoup moins de choses, puisque nous, de toute façon, il n'y a plus d'industrie. Hein. Bon, alors, enfin, le peu qui reste, c'est à se demander si ça tourne. Mais voilà, ces pénuries manquent. Alors, il n'y a pas que dans l'industrie que ça manque. Hein. Bon, dans la chimie, bien sûr aussi, mais surtout les médicaments. Vous avez vu cette pénurie de médicaments en 2020? Ben, vous savez, moi, je prends des médicaments parce que j'ai des petits problèmes. À mon âge, j'en ai toujours des petits problèmes. Bon, là, je ne vais pas en parler. Mais à mon âge, j'en ai toujours des petits problèmes. Et puis, on fait bien en sorte qu'on ait des petits problèmes. Et ben voilà, j'ai plus de médicaments. Moi, j'ai eu la trouille. Hein. Normalement, on me donnait des boîtes pour 3 mois. Là, on me donne des boîtes pour 1 mois. Il n'y avait plus de boîtes pour 3 mois. Bon, c'est une tension que vous n'imaginez pas. Hein. Est-ce qu'on va avoir les médicaments? Parce qu'il m'est arrivé de ne pas prendre des médicaments pendant 3 jours. Et je vous assure que le 3e jour, je suis mal.
et peut-être que ça n'a aucune importance, mais je suis mal. Je suis physiquement mal, intellectuellement mal. Bon, mon cas a peu d'importance. Donc des pénuries, voilà, des pénuries dans le bâtiment, dans la construction, des choses qui manquent, des ciments, des choses comme ça. Bon, donc on arrête le chantier pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et plus. Des pénuries dans les engrais. Le cultivateur, il fait comme tous les ans, il commande ce qu'il lui faut comme engrais. Et puis au moment de répandre ses engrais, ben, il n'a pas les engrais. Donc il est obligé d'attendre un peu. Ah, la culture, vous savez, ça attend pas. Hein. Donc il n'y a pas d'engrais. Ça va faire quand même. Hein. Il y a des engrais qui restent de l'année dernière, parce qu'en général, il en reste pas mal. Mais bon, le rendement sera certainement un peu moins bon. Et comme les cultivateurs, ben, n'est-ce pas, ils sont richissimes, ils gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre comme ça de louper une récolte. Bon, mais c'est compréhensible. Hein. Vous savez, par exemple, les phosphates, il y a 2 mines. Hein. Il y en a une au Maroc et une en Tunisie. Ben, malheureusement, elles arrivent en bout de course. Puis peut-être aussi que le Maroc et la Tunisie, ils n'ont pas envie de se faire vider complètement leur mine là maintenant. Ils se disent peut-être, bon, ben, on va planifier. Voilà. Mais enfin, bon, forcément, au début, on creuse au centre, quoi, là où il y a beaucoup de phosphate, etc. Et puis après, ben, on va sur les bords, hein. Sur les bords, il y a moins. C'est normal. Donc, voilà, en gros, les problèmes qui nous attendent, qui sont déjà là. Et quand on dit qu'on va passer tout ça, parce que ce que je dois vous dire, c'est que si ça s'était produit il y a 20 ans, 30 ans, on savait qu'après, il y avait une amélioration possible. Elle était possible. Tandis que toutes les choses dont je viens de vous parler, elles vont être constamment aggravées. Aggravées. Et donc vous, messieurs, accrochez au bastingage de votre Titanic, et vous n'en démordrez pas. Eh bien, vous avez dessiné l'avenir qui vous attend. Et ceux qui sont venus dans nos petites barques, les fermes de la vie, qui sont petites mais intelligentes, croyez-moi, autrement intelligentes que toute la culture que l'on fait aujourd'hui, eh bien, on va vivre. Parce que nous, on sera capable de résister à la chaleur. Et nos poules, elles résisteront à la chaleur. Par exemple, dans le cas d'un dôme de chaleur. D'accord? Nos poules, elles résisteront. J'ai des pauvres là qui viennent me perturber. Plus rien pour vivre. Ouais, bon, voilà. Donc, la vie est difficile. Et la vie va être difficile. Nous, on est dans le fond assez joyeux. Vous me voyez là, je ne suis pas triste, je suis joyeux. Les initiatrices, parce qu'il n'y a presque que des initiatrices, hein. C'est un travail de maman. Être initiatrice d'une ferme, c'est un travail de femme. Eh bien, les initiatrices sont joyeuses, heureuses, enfin bon, et pourtant, elles sont ni riches, ni voilà, c'est des gens même souvent assez démunis, mais qui vivent une aventure fantastique, gigantesque, extraordinaire. Construire une civilisation. Voilà, je m'emballe un peu. Hein. Nous, simplement, on fait des fermes. Hein. Il faut cultiver des légumes, des radis, des salades, des choux, etc. Hein. Et il faut s'occuper des arbres fruitiers, il faut élever des poules et des canards. Voilà, ça, c'est notre boulot. Et il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quand même un peu de temps, tout d'un coup, on était en train de parler comme ça de choses et d'autres, et il y a un gamin de 12 ans, hein, qui me dit, moi j'aimerais bien construire un four à pain. Voilà, je vais terminer là-dessus. L'avenir est aux enfants. Allez, à bientôt.